Aujourd'hui, il est vrai que avec la charte du Liptako-Gourma, l'architecture de sécurité régionale est à refaire. Et à refaire dans le sens où nous avons à gérer ensemble ces défis qui nous interpellent, que l'on soit de la CEDEAO ou de l'AOS. Nous devons gérer les urgences sécuritaires. Nous devons aussi nous projeter dans l'avenir aussi pour cette région pleine de potentialités. Le docteur Bakary Sambé est un chercheur sénégalais spécialisé en islam et en géopolitique. Il dirige le Tombouctou Institute à Dakar, un centre de recherche sur la paix et la sécurité. Docteur en sciences politiques, il analyse les questions de radicalisation en Afrique. Aujourd'hui, il est impossible pour un seul pays, quel que soit le pays de notre sous-région, que ce soit dans l'AES ou dans la CEDEAO, de faire face aux menaces sécuritaires. Nous avons besoin de convergence. Comme l'a dit le représentant du secrétaire général des Nations Unies, la synergie, la coopération, ce n'est plus une option, c'est un impératif. Docteur Bakary Sambé, bienvenue dans Notre Afrique, la voix de la diplomatie panafricaine. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette réunion de haut niveau sur la stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028. Vous êtes président fondateur du Timbuktu Institute, centre africain pour les études sur la paix. Et nous sommes très heureux de vous recevoir pour recevoir vos éclairages sur cette réunion. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup de votre invitation sur cette chaîne qui nous apprend beaucoup sur l'Afrique, qui a une vocation pédagogique, au-delà de sa vocation institutionnelle. Et ça, le continent en a besoin d'avoir nos narratifs, de parler de l'Afrique comme nous la voyons nous-mêmes et comme nous la voudrons aussi nous-mêmes. Et je vous en félicite. Merci beaucoup, docteur. Je vais commencer avec ma première question. Le Togo a présenté aujourd'hui une nouvelle stratégie pour le Sahel dans un contexte régional particulièrement mouvant. Quel regard analytique vous portez sur cette initiative? Vous savez, le fait d'avoir pris cette initiative, c'est tout à fait conforme au rôle du Togo comme pays pivot. On dit très souvent que peut-être le Togo peut être un nain géographique, mais peut être un géant diplomatique sur le continent, au regard de son rôle. Et je pense que ce pays est prédestiné à cela. Ce pays est un pays charnière qui est qui est connecté au Sahel, hein, par le nord, vers Saint-Quentin déjà, et qui est aussi au cœur des dynamiques du Golfe de Guinée. Et donc, mis à part la situation géographique, le Togo a toujours joué ce rôle de pont, comme a dit aujourd'hui monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur Robert Puissé, et je crois que la région en avait besoin. Lorsqu'on voit la manière dont les gens se sont parlé, franchement, sont parlés dans un esprit de dialogue, la manière dont les personnalités qui étaient venues ici ont apprécié ce cadre de dialogue et d'échange, on sentait que cette réunion était venue à son heure, et c'est le lieu de féliciter encore le gouvernement de Togo et d'avoir permis aux Ouest-Africains de se parler parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se parler. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que cette stratégie présentée aujourd'hui vous semble-t-elle en phase avec les nouvelles réalités géopolitiques et sécuritaires que connaît aujourd'hui le Sahel? Oui, notre sous-région a changé avec les reconfigurations géopolitiques, la naissance de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi la CEDEAO qui reprend un autre rôle et qui a appris aussi peut-être de ses erreurs passées et qui a compris que les pays de la région avaient besoin de plus d'efforts en termes de synergie que de choses qui pourrait perturber l'architecture sécurité régionale. Aujourd'hui, il est vrai que avec la charte du Liptako-Gourma, l'architecture de sécurité régionale est à refaire. Et à refaire dans le sens où nous avons à gérer ensemble ces défis qui nous interpellent, que l'on soit de la CEDEAO ou de l'AOS. Nous devons gérer les urgences sécuritaires. Nous devons aussi nous projeter dans l'avenir aussi pour cette région pleine de potentialités. Aujourd'hui, il est impossible pour un seul pays, quel que soit le pays de notre sous-région, que ce soit dans l'AES ou dans la CEDEAO, de faire face aux menaces sécuritaires. Nous avons besoin de convergence. Comme l'a dit le représentant du secrétaire général des Nations Unies, la synergie, la coopération, ce n'est plus une option, c'est un impératif. Et donc, je pense que c'est le Togo nous a offert aujourd'hui, par cette stratégie, le cadre d'une telle discussion. C'est en phase parce que cette stratégie qui fait suite à la première stratégie est dans une dimension évolutive qui a capté les nouvelles dynamiques et qui a compris à travers l'entre-gens du gouvernement de Togo
qu'il y avait un besoin d'évoluer. Et cette évolution-là, au bon moment, parce qu'il y a quelques mois de cela, il était difficile dans cette sous-région de nous parler. Il y avait une polarisation telle qu'il était difficile de mener des discussions ou des échanges. Et je pense que là, le Togo a attendu un moment opportun où le leadership politique, aussi bien au sein de la CEDEAO, vous avez entendu les gens de la CEDEAO, et qu'au sein de l'AOS, ont compris cette nécessité de se parler parce que nous n'avons pas d'autre choix. Et la temporalité était importante. Le Togo, c'est vrai, n'a jamais cessé d'œuvrer pour qu'il y ait un rapprochement. Mais aujourd'hui, la temporalité est bonne parce qu'il y a une compréhension commune, aussi bien du côté de la CEDEAO que de l'AES, qu'il faut se parler. Il y a quelques mois, c'était impossible. Comme on dit chez nous, on ne passe pas la serpillière quand il pleut encore. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a le partage d'une pleine conscience que pour faire face aux défis sécuritaires, aux défis politiques, aux défis de développement, il nous faut nous mettre ensemble. Et ça a été ce que j'ai appris à travers la déclinaison des différents piliers ce matin en présentant cette stratégie. Merci beaucoup, docteur. Les piliers 5 piliers ont été déclinés aujourd'hui. Et selon votre expertise, quels sont les éléments clés qui déterminent l'efficacité réelle d'une stratégie comme celle présentée sur le terrain? L'efficacité réelle vient, à mon avis, à la manière dont cette stratégie a été conçue. Vous savez, il y en a eu dans le passé. Je pense que dans les années 2018, je disais qu'il y avait au moins plus de 20 stratégies Sahel. La plupart élaborées hors du Sahel et sans les Sahéliens. Alors, la stratégie aujourd'hui présentée par le Togo a d'abord le mérite de partir de nos dynamiques endogènes. C'est une réflexion endogène par des Africains de manière inclusive. Et l'autre force de cette stratégie aussi, je pense que c'est en captant les réalités et les dynamiques locales, en s'inscrivant dans une forme d'évolution par rapport à la stratégie précédente, mais aussi cette fois-ci en voulant donner le cadre évolutif et un cadre de discussion permanente. Et je pense que ce côté collaboratif, ce côté inclusif, en plus de la dimension endogène, donne toute sa force à cette stratégie. Et je crois que plusieurs ministres l'ont dit ce matin, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES, mais aussi les autorités de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais aussi de la CEDEAO et des partenaires internationaux qui ont vu en cette stratégie une chance, une réelle chance pour notre sous-région, qu'on puisse aller ensemble, quelles que soient les velléités diplomatiques, les velléités politiques, et savoir que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui peut nous diviser, mais aussi ce qui nous attend en termes de défis impose de nous que l'on fasse preuve de dépassement et qu'on se retrouve autour de l'essentiel. Face à la complexité aujourd'hui de cette crise sahélienne, souvent décrite comme multidimensionnelle, quelle devrait être aujourd'hui l'approche la plus pertinente ? Sécuritaire, politique, économique, ou une combinaison repensée de toutes ces dimensions? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en écoutant se décliner les différents piliers de cette stratégie, je me suis dit c'est une stratégie qui a une approche holistique. C'est-à-dire que cette approche-là, elle est inclusive. On n'est plus dans ce qu'on disait dans les années 80, 2018, etc. On parle de nexus sécurité et développement. C'est une approche intégrée. Intégrée dans la mesure où sa conception a été endogène, mais aussi dans la mesure où aujourd'hui, après avoir élaboré cette stratégie, qui est le fruit de nombreuses consultations, de nombreuses concertations, et aujourd'hui, le Togo a voulu présenter cette stratégie-là en ne fermant pas la porte aux différents inputs et suggestions et recommandations que pourraient formuler les acteurs concernés. Et je crois que ce caractère dynamique, ce caractère agile, c'est-à-dire que cette stratégie qui consiste, à mon avis, à vouloir tester des solutions agiles dans des contextes de crise, cela aussi est une innovation qui donne toute sa force à la stratégie. Maintenant, appartient aux différents acteurs de la sous-région, aussi bien du côté de la CEDEAO que de l'AOS, de l'Afrique de l'Ouest, de s'approprier cette stratégie auprès du Togo, mais aussi en ouvrant la discussion aussi auprès des partenaires, parce que le terme de souveraineté dont on parle très souvent ne veut pas dire enfermement de l'Afrique en elle-même ou de nos pays en eux-mêmes. Ça veut dire que c'est la définition de nos priorités, mais aussi toute alliance
possible pour aller vers nos objectifs devient quelque chose de carrément acceptable et que c'est cela. Senghor, qui est le premier président du Sénégal, disait que les choses se font parce que nous sommes dans une logique de rendez-vous du donner et du recevoir. Merci beaucoup, docteur, pour cet échange très enrichissant. Est-ce qu'on peut espérer qu'aujourd'hui, ces stratégies présentées par le Togo permettent de dépasser les approches fragmentées pour aller vers une vision réellement coordonnée et opérationnelle? Je pense que cette stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient en son heure. Vient en son heure parce que malgré les velléités qu'il y a eu au début de cette crise-là, avec la proclamation de la charte du Lukaku Gourma, les parenthèses malheureuses de sanctions sur certains pays, etc., mais aussi des réactions issues des pays de la CEDEAO, des pays de l'AES, l'AES qui est né d'une colère géopolitique qu'on peut bien comprendre. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point de maturation de la divergence. Cette maturation veut dire quoi? Les pays de la CEDEAO savent qu'une instabilité dans les pays de l'AES signifie une instabilité au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Qu'une paix durable dans les pays de l'AES signifie aussi une paix durable au cœur de la CEDEAO. Et qu'aujourd'hui, dans les pays de l'AES aussi, on a vu la manière dont ces pays aussi ont fait preuve d'une agilité, c'est-à-dire le Niger ne s'est pas empêché d'avoir des relations bilatérales et des échanges avec le Nigeria sur l'énergie, mais aussi le Mali avec le Sénégal sur les patrouilles mixtes pour faire face au terrorisme. Je pense que cette agilité partagée aujourd'hui, en plus de cette stratégie qui donne la possibilité de nous parler, mais aussi dans une dynamique évolutive et en même temps agile, je crois que cela nous permettra de dépasser ces velléités. Et je dis souvent, et je le dis aussi bien à nos amis de l'AOS que à nos amis de la CEDEAO, que vous savez, cet épisode aujourd'hui de velléité, de problèmes diplomatiques, ce n'est qu'une courte parenthèse dans la longue histoire que nous avons en partage et que tôt ou tard, les peuples vont se retrouver et les peuples se retrouvent. D'ailleurs, les dirigeants de la CEDEAO comme ceux de l'AOS n'ont pas remis en question la question de la mobilité, personne n'a fermé les frontières, la question des échanges commerciaux, parce que justement, il y a cette conscience profonde que nos destins sont liés et que notre avenir est commun et nous devons aller ensemble avec cet objectif de stabilité, de développement, de paix et de sécurité et de démocratie dans la sous-région. Merci, docteur. Aujourd'hui, de nombreux jeunes Africains suivent avec une certaine inquiétude l'évolution de la situation au Sahel et dans la sous-région. Quel est votre message à l'endroit de ces jeunes? Au Timbuktu Institute, nous menons beaucoup d'études de perception sur comment les jeunes voient le Sahel et l'Afrique de l'Ouest qui pourraient se dessiner dans l'avenir et dans la prochaine décennie. Eh bien, les jeunes sont en forte demande de souveraineté, certes, mais aussi de développement, mais aussi de démocratie. Et quand je dis démocratie, de démocratie substantive, qui ne se limite pas seulement à une démocratie électoraliste, mais que aussi à la démocratisation de l'accès à l'avoir et au savoir. Et je pense que cette jeunesse africaine, si je pourrais le dire aujourd'hui, sont dans une double quête qu'on pourrait résumer en ceci. Ils sont en quête de sens. Quel sens donner au fait d'être africain, d'être citoyen de nos pays, mais aussi ils sont en quête de chance, d'opportunités économiques, de développement, dans un monde de plus en plus complexe, où l'Afrique ne doit plus être un continent qui consomme des idéologies, mais qui propose des alternatives. Et je leur dis très souvent que nous devons faire de sorte que l'Afrique se donne les moyens scientifiques, se donne les moyens politiques, diplomatiques, d'être autour de la table des grandes décisions. Car si nous ne sommes pas autour de la table, nous serons perpétuellement dans le menu. Absolument, comme vous le dites. Et si vous devez formuler une recommandation stratégique forte aux décideurs ici, qui sont réunis ici aujourd'hui, la recommandation, comme je l'ai dit tout à l'heure quand je prenais la parole au nom de la société civile et des chercheurs, c'est qu'on essaie de carrément distinguer, faire un distinguo entre les impératifs sécuritaires qui, à mon avis, nécessitent une convergence sur le plan sécuritaire, échange de renseignements et de coopération sécuritaire, et avec les dissensions diplomatiques et politiques actuelles, car sur un plan opérationnel,
les pays ne peuvent plus se passer les uns des autres. Le Niger ne pourra jamais vaincre le terrorisme, ou le Bénin jamais vaincre le terrorisme sans un échange de renseignements. Et de la même manière que le Togo aussi collabore avec le Burkina Faso et d'autres. Donc, c'est la synergie. Essayer de dépasser les velléités diplomatiques avec des solutions concrètes pour des questions concrètes qui se posent, telles que le partage de renseignements, la collaboration sécuritaire, sans laquelle notre dislocation serait le meilleur allié stratégique des groupes terroristes et des groupes armés dans cette région. Et on ne le souhaite pas. Merci beaucoup, docteur, pour cet échange très enrichissant et pour les éclairages. Merci de nous avoir accordé votre temps dans notre Afrique, la voie de la diplomatie panafricaine. Merci de cette aimable invitation. Merci, docteur.